Rebonjour à tous. On a une dernière petite conférence avant la pause déjeuner. Enfin, pas une petite conférence, une belle conférence avant la pause déjeuner. Là, on va parler data, on va parler personnalisation sur un parcours omnicanal avec Ghislain Lefebvre de chez Treasure Data. Donc, ce que je vous propose, c'est que Ghislain va nous parler un petit peu de Treasure Data et de comment il peut aider les retailers. Et puis après, on va pouvoir prendre des questions. Donc n'hésitez pas dans le chat à nous écrire des questions et dans la salle à préparer vos questions. Comme ça, on pourra les poser à Ghislain à la fin de la conférence. Eh ben, merci beaucoup. Je connais pas ton prénom, mais je me perds. Sébastien, c'est Guilain, pour le coup. Mais il n'y a aucun problème. Eh ben, écoutez, je suis ravi d'être là. Enchanté à tous ceux qui sont présents dans la salle et aussi, je crois, à ceux qui nous regardent. Et donc, effectivement, la présentation aujourd'hui, c'est de vous parler de Treasure Data, de pouvoir vous illustrer aujourd'hui plusieurs cas d'usage de nos clients retailers qui aujourd'hui utilisent notre solution et comment ils ont mis la collecte de la donnée et la donnée client de manière générale au cœur de leur stratégie pour augmenter l'efficacité de leur entreprise et ce grâce à une meilleure personnalisation de l'expérience client et à pouvoir adapter le parcours omnicanal en temps réel. Donc on va couvrir aujourd'hui plusieurs sujets. Je vais prendre plutôt ça pour changer de slide. Bien sûr, je suis ravi aujourd'hui d'être avec vous et de pouvoir partager quelques retours d'expérience sur comment on adresse ces problématiques pour le monde du retail. Je vais passer sur quelques tendances un peu macroéconomiques, à la fois pour parler un peu du consommateur et aujourd'hui des distributeurs et de certains éléments qui les caractérisent pour recontextualiser un petit peu le sujet. Vous présenter un peu la solution Treasure Data un peu plus en détail et surtout partager plusieurs cas d'usage qui j'espère auront une résonance aujourd'hui pour les problématiques bien sûr qui vous occupent. Et on aura du temps, comme le disait Sébastien, pour une session de questions-réponses à la fin, ce qui est, je pense, parfait. Ce slide s'appelle Relations producteurs-distributeurs-consommateurs au cœur des échanges socio-économiques. On pourrait le simplifier en disant parlons shopping. Mais aujourd'hui, bien sûr, depuis maintenant quand même pas mal de temps, il y a une relation qui doit s'installer entre ceux qui produisent des produits, ceux ensuite qui les vendent et ceux qui les achètent. Et cette relation a bien sûr beaucoup changé ces dernières années pour différentes raisons, mais en particulier, bien sûr, les nouvelles technologies et la prise de conscience aussi, beaucoup de consommateurs, d'avoir une meilleure prise de conscience effectivement des produits qu'ils achetaient, d'avoir un plus de contrôle. On voit qu'il y a effectivement des cycles d'achat qui peuvent être plus ou moins longs en fonction des produits et des services d'ailleurs sur lesquels ils veulent qui veulent acheter. Et tous ces éléments-là ont à la fois changé le comportement des consommateurs, mais bien sûr changé de manière assez forte le comportement et les stratégies des distributeurs et des producteurs, qui peut aujourd'hui s'avérer assez difficile dans le besoin de s'adapter à un monde qui avance effectivement très vite et de pouvoir adopter toutes ces nouvelles technologies et d'avoir la compréhension la plus fine qui soit avec ses consommateurs, qui sera la condition, bien sûr, de fidéliser ses clients et, in fine, d'augmenter ses revenus. Donc c'est aujourd'hui sur tous ces sujets-là qu'on intervient avec Treasure Data, mais qui sont, j'imagine, aussi une situation qui vous est bien, particulièrement familière. Euh, Commençons peut-être rapidement sur justement parler un petit peu de le consommateur aujourd'hui. Je pense que le contexte économique est bien sûr un élément clé aujourd'hui sur les contraintes que peuvent avoir aujourd'hui les consommateurs sur leur budget et la manière dont ils vont prendre leur décision d'acheter tel ou tel produit. Donc cette contrainte économique est peut-être un peu moins forte en France que dans d'autres pays, mais ceci étant dit, elle a bien sûr un impact fort sur le porte-monnaie aujourd'hui des consommateurs. Ensuite, le digital et le besoin de contrôle. Aujourd'hui, il y a beaucoup de canaux sur lesquels un consommateur va pouvoir, collecter des informations sur les produits qu'il veut acheter, mais aussi sur les produits qu'il va pouvoir acheter en ligne ou bien sûr encore en magasin. Cette situation a encore une fois changé de manière assez forte la matière aujourd'hui dont on va choisir et acheter nos produits et nos services.
Et enfin, un sujet très fort autour de la protection de la vie privée, la prise de conscience que toutes les données qu'on laisse aujourd'hui peuvent être réutilisées à bon escient ou à mauvais escient sur la manière dont on va s'engager avec nous. Donc on attend une expérience impeccable, mais on attend aussi que les producteurs et les marques de manière générale collectent mes données de manière la plus transparente qui soit. Donc il y a aujourd'hui des régulations qui sont en place, mais ça nécessite toujours de s'adapter d'un point de vue de la marque et de l'organisation. Donc ça, ce serait effectivement la situation côté consommateur, et la situation plus côté retailer et distributeur. Pareil, le contexte économique a lui aussi bien sûr un impact aujourd'hui sur leur activité. On voit que les dépenses en termes de marketing et de publicité sont bien sûr regardées beaucoup plus à la loupe, que pour chaque euro investi, il faut avoir un ROI qui soit facilement mesurable, ce qui est aussi un énorme enjeu d'ailleurs, parce que la mesure des ROI, que ça soit dans le haut de tunnel et sur l'image de marque, que sur la transformation, reste des sujets assez complexes, et dans lequel, encore une fois, la data est au cœur de cette équation. Mais bon, effectivement, aujourd'hui, il y a ces contraintes, des contraintes aussi dans le quotidien des distributeurs sur ce qui se passe en magasin. Effectivement, besoin aujourd'hui de s'assurer d'augmenter le panier moyen, qui aurait plutôt tendance à diminuer, avoir de plus en plus des considérations autour d'usage de packaging recyclable, en tout cas en ayant une attention très forte sur les sujets liés à l'écologie, sur lequel il y a une attente forte aujourd'hui des consommateurs. Des stratégies de prix aussi qui sont bien sûr indexées encore une fois à la situation économique, qui demandent une attention particulière aujourd'hui des distributeurs, qui est encore une fois aussi corrélée à l'attention très forte des directions financières à s'assurer que chaque euro investi soit effectivement fait dans l'efficacité optimale. Et effectivement, ce contexte enjoint aujourd'hui les organisations à adopter des stratégies les plus efficaces qui soient. Et une fois de plus, bien entendu, la donnée est un élément clé de cette équation. Quelques tendances aussi un peu plus générales sur le retail. Bon, je pense que vous êtes bien sûr tous autant familiers voire plus que sur ces sujets-là. Mais bon, le digital a changé la manière dont on pouvait envisager l'expérience client. Que ça soit, et d'ailleurs un impact aussi en magasin. Donc c'est effectivement un élément fort. Et les acheteurs veulent, avant d'acheter un produit, veulent avant tout une expérience, et c'est cette expérience-là d'ailleurs qui sera un des éléments essentiels et clés sur la fidélisation que vous allez pouvoir créer avec vos clients. On en reparlera prochainement, mais vous savez qu'une mauvaise expérience peut avoir un impact très long sur la relation que vous pouvez avoir avec vos clients. Grosse tendance bien sûr sur les places de marché, ça c'est un sujet aujourd'hui qui est couvert de manière assez forte par l'industrie. Et peut-être une des grosses tendances aussi, c'est tout ce qui parle de retail média, sur lequel vous devez être aussi bien sûr très familier, mais c'est quand même un des gros sujets qui a vu émerger ces dernières années, une grande opportunité aujourd'hui pour les différents acteurs de cet écosystème. La valorisation aujourd'hui, je crois, tourne autour des 45 milliards, donc pourrait devenir presque un quart des revenus publicitaires dans le monde. Donc c'est bien sûr un sujet fort qui touche aujourd'hui, à mon avis, pas mal de sujets. Encore une fois, des sujets autour de la data, bien sûr des sujets autour des technologies qui sont associées au retail média et aux différents finalement dispositifs qui peuvent exister pour faire valoriser la donnée. Qu'ont les retailers depuis longtemps et sur lesquels ils pouvaient effectivement chercher à en tirer un bénéfice, qui, dans le contexte encore actuel, est je pense, un point très important qu'on pourra encore rediscuter lors de cette présentation. Un exemple, mais que je viens déjà de brièvement évoquer, mais ce slide a pour objectif de pouvoir montrer à quel point une expérience déconnectée et qui pourrait mener à une mauvaise expérience
encore une fois, dans n'importe quel secteur, peut avoir un impact fort. L'idée, c'est de se dire, je suis en train de chercher un produit chez moi, je vois qu'il est disponible en magasin à côté de chez moi, ça peut effectivement être n'importe quel produit. Une première possibilité très efficace, c'est de pouvoir faire, grâce à du géofencing ou grâce à la reconnaissance en temps réel de la localisation de cet individu, de pouvoir lui pousser une promotion, par exemple. Donc là, on est en train de créer une bonne expérience. Mais il se trouve que quand la personne rentre dans le magasin, le produit n'est pas là ou le vendeur n'avait pas été disponible pour pouvoir répondre à son besoin et la personne quitte le magasin sans avoir acheté. Je trouve qu'effectivement cet exemple, à mon avis, peut avoir une résonance assez forte. Il touche deux choses vraiment importantes. C'est aujourd'hui, vous avez la capacité technologique de pouvoir créer vraiment une expérience personnalisée en temps réel grâce aux technologies et grâce à cette capacité de collecter des données, encore une fois en temps réel, des comportements de vos consommateurs et donc de créer une expérience personnalisée. Mais si toutes les données ne sont pas forcément connectées, en particulier par exemple les données de stock, eh ben, il va y avoir un impact sur l'expérience client. Et ce qui est important, je trouve, en tout cas une des leçons de ce type d'exemple, est de dire que la donnée client, aujourd'hui, elle est au cœur de toute l'entreprise. Elle n'est pas que au cœur des stratégies marketing. Elle est aussi, effectivement, elle doit aussi pouvoir se connecter aux données financières, aux données de stock, effectivement à toutes les données pour pouvoir encore aider tous les départements d'une entreprise à augmenter les revenus et en assurant encore une fois une expérience utilisateur la plus optimale qui soit. Aujourd'hui, quelques retours d'expérience avec beaucoup de nos clients et avec les informations qu'on peut collecter aujourd'hui sur l'industrie, sur la relation que les distributeurs peuvent entretenir avec la donnée. Il y a plusieurs éléments, effectivement, et j'imagine encore une fois que c'est des sujets qui vous sont familiers. Et on pourra en rediscuter, bien sûr, mais c'est aussi, bien sûr, là qu'on va commencer à pouvoir adresser des solutions. Mais aujourd'hui, il y a souvent la prise de conscience d'avoir beaucoup trop d'outils, ou en tout cas d'avoir des données clients qui sont collectées de manière disparate dans des plateformes et des outils hétérogènes. Donc ça rend bien sûr une première complexité de pouvoir réconcilier toutes ces données et de pouvoir avoir une vue de qualité de vos clients. Donc ça, c'est un vrai sujet autour de l'équipement technologique des distributeurs. On voit ça d'ailleurs dans beaucoup d'autres industries, mais effectivement, c'est particulièrement vrai chez les distributeurs. Et donc, la nécessité de repenser, ou en tout cas de fluidifier, de simplifier l'écosystème technologique qui permettra d'avoir cette fameuse vue 360 qu'attend le marketing depuis de nombreuses années, mais qu'on peut enfin un peu toucher du doigt grâce aux dernières technologies. Ensuite, il y a un vrai sujet autour du temps réel. Encore une fois, je pense que ce n'est pas unique aux retailers, mais c'est unique à pas mal d'industries, mais c'est aujourd'hui un besoin important de pouvoir, le temps réel, que ce soit la collecte des comportements, de son interprétation jusqu'à son activation. Il y a encore besoin d'avoir effectivement une stratégie qui permette de pouvoir mettre en place ce type de dispositif et ensuite d'y avoir les technologies associées. Le corrélaire des outils qui sont aujourd'hui hétérogènes et disparates, on le retrouve aussi au sein des équipes parce qu'effectivement des outils différents collectent des informations sur les clients dans différents systèmes et souvent en fait associés à différentes équipes qui les pilotent. L'équipe qui s'occupe des budgets médias n'est pas la même que celle qui s'occupe du CRM, pourtant elle parle à la même personne et il y a beaucoup d'informations déconnectées qui ne permettent pas d'avoir une expérience optimale. Et je pense que ça, on l'a tous expérimenté. Il se trouve qu'on avait une conférence aux États-Unis il y a 2 semaines où j'ai utilisé des billets Air France et j'ai pas arrêté d'être retargeté par la ville que j'avais visitée 2 semaines avant. Donc effectivement, il y avait peu de chances que j'y retourne parce que je ne vais pas aux États-Unis toutes les 2 semaines. Et c'est typique. Et je pense qu'on a tous été exposés à ce type de dispositif et qui est effectivement, encore une fois, lié à la fois des technologies qui ne sont pas potentiellement adaptées et aussi potentiellement des équipes qui touchent la même personne alors qu'elles devraient potentiellement parler mieux entre elles. Et tout ça touche au fait que les situations aujourd'hui sont complexes, que ce soit dans les technologies et dans les organisations, et il y a besoin de pouvoir simplifier et accélérer. Et là, en tout cas sur la partie technologique, c'est vrai que les promesses autour de l'intelligence artificielle,
qu'on pourra aussi évoquer, permettent de simplifier et fluidifier les tâches aujourd'hui de pas mal de vos équipes. Donc aujourd'hui, le vrai enjeu, il est relativement simple à exprimer, un peu plus compliqué à mettre en œuvre, mais c'est de pouvoir donc connecter toutes les interactions numériques et pas que d'ailleurs, enfin toutes les interactions et tous les signaux comportementaux de vos clients, où qu'ils soient, de pouvoir les connecter en temps réel, donc de pouvoir s'appuyer aujourd'hui, on en parle beaucoup, sur toutes vos données first party, donc c'est les données aujourd'hui sur lesquelles il faut construire une grande partie de sa stratégie, surtout depuis la disparition programmée maintenant des cookies tiers, en tout cas sur le monde du digital. Ça, bien sûr, ça a un impact, mais en tout cas, ça, je pense que le vrai bénéfice, c'est la prise de conscience de se dire, moi, j'ai beaucoup de données, et le premier enjeu, c'est de pouvoir créer vraiment ce socle de données first party de qualité et de pouvoir le rendre simple, de manière simple, activable par mes équipes. Donc, effectivement, l'enjeu, c'est de pouvoir connecter toutes ces informations, de pouvoir les rendre disponibles à toutes les personnes de mon organisation et, in fine, de pouvoir mettre en place des stratégies qui permettront d'améliorer l'expérience d'achat, mais bien sûr pas que, l'expérience de pré-achat, l'expérience d'achat et l'expérience de post-achat. Et c'est aujourd'hui le vrai enjeu des organisations. Sur lequel nous accompagnons aujourd'hui nos clients retailers, et je donnerai quelques exemples dans quelques instants. Quelques exemples un peu pour illustrer aujourd'hui les problématiques et les enjeux auxquels doivent faire face aujourd'hui les organisations, et en particulier les distributeurs, mais pas que. Un des exemples qu'on peut donner, c'est aujourd'hui au sein d'un même foyer, les outils technologiques de ciblage ne permettent pas nécessairement de dissocier les différents individus d'un foyer. Pour autant, c'est une condition sine qua non pour pouvoir créer une expérience personnalisée. Je veux bien sûr pas m'adresser de la même manière à ces deux individus qui ont des comportements aujourd'hui qui ne sont pas les mêmes, qui ne recherchent pas forcément les mêmes produits. Et si j'utilise juste un ciblage d'IP, par exemple, je ne pourrais pas avoir cette expérience personnalisée. Aujourd'hui, des technologies permettent de pouvoir commencer à faire cette dissociation au sein du foyer en s'appuyant en partie, entre autres, sur des outils de modeling qui permettent effectivement de se dire la chance que cette personne soit plutôt un homme qu'une femme au sein du même foyer peut être sur ou sous-indexée. Et c'est là-dessus qu'on va pouvoir commencer à affiner ces ciblages, qui est encore une fois un enjeu aujourd'hui pour beaucoup d'organisations. Un autre exemple un peu similaire, c'est encore une fois d'optimiser, là c'est sur des campagnes email, mais de s'assurer que quand on envoie un email de bienvenue, on ne va pas redemander une nouvelle fois l'email à la personne qui vient de s'inscrire. C'est aussi des exemples, je pense, qu'on a tous connus en tant que consommateurs, et avec toujours aussi des problématiques de gestion de la conformité, s'assurer en fait qu'à chaque fois qu'on fait des campagnes, elles soient le plus personnalisées possible, en s'appuyant sur toutes les possibilités offertes aujourd'hui par les technologies, et encore une fois que ces technologies se communiquent bien entre elles. Encore une fois, un très bon exemple, c'est de s'assurer que toutes les collectes du consentement et des opt-in puissent être communiquées à tous les outils et toutes les équipes des gens qui vont communiquer, qui vont engager avec ces audiences-là. Donc ça, effectivement, c'est un vrai enjeu, et encore une fois, la technologie va pouvoir apporter des réponses. Un autre exemple ici qui s'appuie sur des modèles présents au sein de la plateforme pour pouvoir s'assurer de tirer parti, encore une fois, de toute la richesse que vous pouvez avoir à partir du moment où vous collectez de la donnée sur vos clients. Vous avez commencé à faire des segmentations de plus en plus fines. Bien sûr, vous avez des clients VIP. Vous voulez pouvoir identifier parmi vos clients quels sont ceux qui se rapprochent le plus de vos clients VIP, qui ont des attributs en commun. Et ça, on peut commencer à le faire de manière assez profonde et assez riche, en collectant beaucoup de signaux des comportements de ces clients VIP et en faisant des modèles de lookalike, donc de rapprocher effectivement des attributs au reste des audiences que vous collectez sur vos plateformes, et qui permet encore une fois d'enrichir les ciblages
et d'avoir des expériences personnalisées plus impactantes et in fine d'augmenter donc encore une fois le lifetime value de vos clients. Donc ça, c'était plutôt pour aider à l'acquisition. Sur la partie conversion, la possibilité, un peu dans le même type de dispositif, de pouvoir travailler les abandons de panier. C'est un cas d'usage assez fréquent de comment la CDP peut aider à optimiser la conversion sur les abandons de panier, de pouvoir voir quelles sont les audiences qui ont le plus de chances de transformer versus celles qui ont moins de chances de transformer. Et encore une fois, en faisant tourner des modèles de comparaison, mais des modèles très puissants qui vont pouvoir manipuler une quantité de données très importante et pouvoir donc travailler du ciblage beaucoup plus fin que ce qu'on pouvait voir dans du retargeting peut-être un peu plus basique il y a encore quelques années et qui aujourd'hui permet vraiment de créer une vraie valeur ajoutée dans les dispositifs que vous mettez en place. Et toujours dans ce qui est intéressant effectivement dans la plateforme de Treasure Data, c'est qu'on met à disposition un nombre sur l'étagère, un nombre important de différents modèles qui s'appuient sur l'intelligence artificielle et sur les modèles auto-apprenants. Donc les dispositifs sont, effectivement, il y a plein de manières de pouvoir les activer en fonction des cas d'usage qui sont les vôtres. Mais la possibilité, c'est encore une fois de pouvoir vraiment avoir une collecte et une identification des signaux faibles, quels qu'ils soient, signaux faibles et forts d'ailleurs, pour pouvoir identifier et anticiper des clients à plus forte chance d'attrition versus ceux, encore une fois, qui ont plus de valeur, etc. Et donc, cette segmentation, ça va vous permettre d'avoir une segmentation beaucoup plus dynamique, beaucoup plus riche, et de pouvoir l'activer, encore une fois, sur tous vos canaux de manière beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple. Qui est donc un des gros enjeux de cette expérience personnalisée et surtout omnicanal. Donc encore une fois sur tous les canaux sur lesquels vous communiquez avec vos clients. Donc c'est sur tous ces sujets aujourd'hui que Treasure Data intervient grâce à sa plateforme technologique. Et voilà d'ailleurs donc aujourd'hui les différents cas d'usage et les différents bénéfices que vous pouvez attendre de l'usage de Treasure Data. En quelques mots, donc on a une technologie qui existe depuis une dizaine d'années aujourd'hui. L'acronyme qu'on utilise, c'est Customer Data Platform. Je me méfie un peu des acronymes parce que souvent ils recouvrent des réalités assez diverses et aujourd'hui il y a autant d'acteurs qu'il y a de CDP. Mais donc on travaille plutôt pour des grosses entreprises qui ont des problématiques assez complexes qu'on a déjà évoquées sur beaucoup de données, des données silotées et une vraie complexité pour construire cette vue 360 du client. Donc ça c'est la vraie promesse technologique. Et après sur les usages et les bénéfices, bien sûr c'est accompagner nos clients pour augmenter leur chiffre d'affaires en optimisant leur stratégie d'acquisition de clients, en augmentant leurs connaissances clients, en augmentant la fidélisation, en diminuant l'attrition. Donc autant d'exemples que j'ai déjà pu évoquer, mais bien sûr un bénéfice donc direct sur le chiffre d'affaires, sur l'efficacité marketing, aider les équipes médias à faire des stratégies d'acquisition plus ciblées. Donc encore une fois, aider aussi d'ailleurs à la mesure, s'assurer que pour chaque 1 euro investi pour l'acquisition d'un client, quel est mon retour sur investissement. Et encore une fois, on va pouvoir intervenir aussi sur cette partie mesure, qui est, je pense, un point clé et une grande attente aujourd'hui des distributeurs. Ensuite, une efficacité opérationnelle. Donc, on a évoqué aujourd'hui les différents écueils sur les problématiques technologiques et sur l'incidence que ça a sur les équipes. Mais c'est vrai qu'on va pouvoir aider à accélérer et aussi à simplifier des écosystèmes assez complexes. Et là, il y a une vraie promesse de ce type d'outils qui sont assez simples à mettre en place et surtout qui ne remettent pas du tout en cause une architecture existante, mais qui vont plutôt permettre à la simplifier et la fluidifier, parce qu'ils vont être vraiment un pont et un lien entre des data lakes, des outils de marketing automation, un outil de CRM, etc. Et on sera un peu le cœur de l'architecture et qui aussi en devient un bon prétexte pour aussi être un moteur du change dans les organisations, pour que les équipes IT, les équipes marketing, les équipes médias, etc., parlent plus ensemble parce que ces projets sont bien sûr transverses et donc offrent une vraie efficacité opérationnelle pour, in fine, je pense, préparer l'entreprise à pouvoir être la plus efficace qui soit dans les années à venir.
Donc là, j'ai effectivement quelques exemples. Je pense qu'on pourra partager de toute façon la présentation et on sera aussi de toute façon ravis de poursuivre ces échanges peut-être à la fin de cette session et ultérieurement. Mais donc là, on a quelques exemples aujourd'hui de retailers. On travaille avec Muji depuis pas mal d'années, qui ont permis on leur a permis effectivement d'augmenter leur chiffre d'affaires en magasin, essentiellement en pouvant connecter toutes les données des clients et que quand ils visitent le magasin, on avait effectivement beaucoup d'informations qui permettent d'avoir une vraie relation personnalisée au moment de leur visite en magasin. Effectivement, on aide aussi AB InBev maintenant depuis quelques années à avoir un programme commun de CRM entre tous ces pays et toutes ces marques, d'avoir une collecte du consentement aussi qui soit commune et vraiment de les aider à rationaliser. Et aujourd'hui, un des premiers bénéfices, ça a été d'augmenter de manière très significative le ROI de leur campagne média. Qui a été une des grosses attentes aujourd'hui de la CDP pour AB InBev. Donc voilà quelques exemples, mais j'ai 3 exemples plus spécifiques juste après. Mais donc l'idée c'était de pouvoir illustrer avec les bénéfices que j'ai évoqués sur le slide précédent. Bon, là, on est effectivement à peu près sur les mêmes sujets déjà vus, donc je pense que je vais pouvoir passer sur les exemples. Mais encore une fois, c'est vrai que je pense que c'est très intéressant et pertinent de voir à quel point ces projets de Customer Data Platform et d'avoir une vue centrée sur le client change de manière assez forte aussi la manière dont les entreprises peuvent fonctionner et l'impact que ça a sur les organisations. Et je pense un élément fort aussi à retenir aujourd'hui comment on travaille avec nos clients. Donc sur les exemples, on travaille avec... Ouais, c'est bien ça. Donc, à Janpens au Japon, on a un tropisme assez fort avec le Japon parce que nos fondateurs sont japonais. Et donc, on travaille avec Janpens depuis maintenant pas mal d'années, qui ont donc construit toute leur stratégie client aujourd'hui sur Treasure Data, avec comme attente vraiment d'augmenter encore une fois, les bénéfices sur les stratégies médias et sur les stratégies d'acquisition. Ils ont fait beaucoup de travail sur le ciblage géographique, de pouvoir, encore une fois, collecter les comportements de leurs clients là où ils sont et de pouvoir adapter ensuite l'expérience en magasin. Ils ont beaucoup aussi pu rendre disponibles toutes ces informations du client au call center et aux services aussi commerciaux, pour dire encore une fois à quel point ça a un impact pas seulement sur les stratégies marketing, mais aussi sur les stratégies de call center et sur les stratégies des commerciaux, pour encore une fois s'assurer d'avoir le bénéfice maximal de ce type de dispositif. Donc vous voyez quelques exemples. Aujourd'hui, il y a plus de 30 sources de données qui sont unifiées. Donc, par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure, l'unification de toutes ces sources sur lesquelles on collecte des données, c'est un des enjeux forts. Et donc, ça va être une des conditions pour cette réconciliation de la donnée 360 et des taux de conversion qui ont effectivement beaucoup augmenté et s'assurer qu'à chaque fois que le client va en magasin, la conversion a le plus de chances de transformer. Et on travaille aujourd'hui avec un retailer autour de la mode sportive. Ils sont présents aujourd'hui sur les 5 continents. On travaille avec eux aussi maintenant depuis plusieurs années. Leur première problématique, c'était vraiment ce profil unifié. Donc ça a été le premier enjeu, c'était de pouvoir connecter toutes les différentes données qu'ils avaient sur leurs clients avec une complexité assez forte. Il y avait toutes les données magasins, des systèmes assez hétérodoxes, l'e-commerce qui était en train de beaucoup augmenter. Et donc il y avait vraiment un vrai besoin d'optimiser leur architecture, mais pour in fine donner la possibilité au marketing de mettre en place des stratégies beaucoup plus efficaces au marketing et aussi au retail, etc., de manière générale, aussi en magasin. Donc ils ont augmenté le bénéfice de toute leur campagne d'emailing, qui a augmenté de manière assez significative
significatif, parce que 760%, donc c'est bien sûr un bénéfice très significatif. Ils ont augmenté aussi donc, les engagements de manière générale sur leur campagne email, et aussi, encore une fois, sur les bénéfices en magasin. Donc les bénéfices sont multiples, c'est des projets qui sont encore une fois assez simples à mettre en place et dont les retours sur investissement sont aussi assez rapides. Entre 3 à 5 mois, vous pouvez commencer effectivement à avoir des retours sur investissement. Et ça, c'est en particulier grâce à la puissance mais simplicité de mise en place de ce type de plateforme. Et on sera bien sûr ravis de pouvoir continuer ces discussions avec vous. Peut-être maintenant, s'il y a des questions, et ultérieurement, si vous le souhaitez. Déjà, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ils sont beaucoup trop timides. Moi, j'en ai plein. Déjà, moi, l'une de mes questions, ça va être justement, depuis quelques semaines, quelques mois, on ne parle de l'IA partout. Comment vous intégrez justement l'intelligence artificielle dans votre... Parce que j'imagine que ça va aussi vous aider à aller encore plus loin, à être encore plus précis. Donc comment déjà j'allais dire, vous jouez avec l'intelligence artificielle presque, mais comment vous utilisez l'intelligence artificielle et à quel point ça va révolutionner justement évidemment cette collecte, mais aussi l'interprétation de la donnée? Très bonne question, comme disent les Américains. Donc l'IA, en fait, elle a toujours été dans l'ADN de la solution, mais bon, l'IA, c'est quand même un vaste domaine. Celle dont on parle beaucoup ces temps-ci, c'est plutôt l'IA générative, sur lequel aujourd'hui, il y a bien sûr effectivement beaucoup d'intérêt de la part de n'importe qui. Mais depuis que la solution a été créée, elle s'appuie sur des algorithmes, sur des outils de machine learning, sur des outils donc qui sont associés à des domaines liés à l'intelligence artificielle. Sur la partie intelligence générative, aujourd'hui, c'est des sujets sur lesquels il y a plus des explorations, en tout cas sur la partie CDP, mais elle intervient au quotidien aujourd'hui pour nos clients. Nous, notre conviction, c'est que l'intelligence artificielle, elle doit aujourd'hui pouvoir être prise en main par n'importe quel type de compétences dans l'entreprise. Donc historiquement, on avait plutôt comme interlocuteur des gens qui connaissaient déjà un peu ces sujets-là, data scientists ou des gens effectivement assez techniques. Nous, on a fait pas mal de développements récents pour la rendre plus facilement disponible aux équipes business, justement pouvoir dire moi je veux faire du lookalike, et de pouvoir faire un peu du plug and play, et de se dire j'appuie sur un bouton, je sais que derrière sans doute il y a effectivement beaucoup de données, mais je vais pouvoir activer de manière beaucoup plus simple sans avoir besoin d'aucune compétence, et de pouvoir analyser la donnée et profiter un peu de la puissance de ce type de technologie. Parce que c'est vrai qu'il y a un sujet justement sur la donnée, et moi, à côté, j'interviens beaucoup en entreprise justement sur du conseil e-commerce, et ce que je remarque, c'est qu'alors soit ils ferment les yeux sur la donnée en se disant on y va, on verra, soit il y a beaucoup de collecte de données, mais finalement assez peu de temps d'interprétation, de mise en place de stratégies suite à cette donnée, etc. Comment on peut est-ce que justement aussi votre métier, c'est justement de simplifier toute cette donnée pour faciliter l'interprétation? Comment justement ça se passe là-dessus, et comment vous assurez qu'elle soit bien interprétée, cette donnée? Non, mais effectivement, c'est exactement ça. C'est un des vrais enjeux. Je pense que là maintenant, ça a peut-être mis un peu de temps, mais la prise de conscience que la donnée est au cœur de n'importe quelle stratégie, je pense que tout le monde en est effectivement bien d'accord. Mais une fois qu'on en a pris conscience, après mettre en œuvre des stratégies efficaces, c'est compliqué. Avec finalement de grandes complexités, mais que je pense avoir un peu abordé aujourd'hui, c'est qu'il y avait une complexité technique des équipes IT qui effectivement s'étaient équipées de grosses machines, mais finalement toute la donnée était dans plein d'endroits différents, donc c'était compliqué de la rendre simple d'usage. Et le côté marketing qui lui aussi était plutôt frustré en disant je sais que je pourrais faire des choses beaucoup plus efficaces, mais j'arrive pas à le faire parce que justement j'ai pas accès à la bonne donnée au bon moment. Parfois effectivement, soit j'ai fait aussi sous-traiter ça par mes agences et autres, donc il y avait effectivement sans doute pas mal d'étapes qu'il fallait franchir pour pouvoir commencer à pouvoir rendre ces dispositifs efficaces. Et c'est vrai que là, les dernières technologies de dernière génération, en tout cas la promesse d'un Treasure Data, c'est de s'affranchir de la complexité technique, parce que c'est très simple de pouvoir connecter justement ces différents écosystèmes. Donc il y a une vraie accélération, et aussi d'avoir une interface business simple d'utilisation, et de pouvoir dire
Plutôt qu'avant d'attendre 3 semaines pour dire moi je vais faire une campagne sur des segments super précis, géographiques, avec plein de critères, et ben, je pouvais attendre du temps qu'elle sorte de la machine parce que ça mettait du temps. Aujourd'hui, ça peut se faire en une demi-heure parce que l'outil est puissant et permet d'aller beaucoup plus vite pour faire ça. Donc oui, c'est effectivement une vraie promesse. C'est exactement en tout cas comme ça que moi je positionne la solution en disant aujourd'hui vous avez beaucoup d'opportunités pour utiliser la data de manière beaucoup plus efficace. Et il y a une double promesse à la fois d'aider les IT à pouvoir mettre en place des solutions beaucoup plus fluides et beaucoup plus simples à mettre en œuvre, et au business et potentiellement aussi à leurs agences, à vraiment commencer à pouvoir, parfois j'aime bien dire aussi, libérer la créativité en disant, voilà, moi c'est ça que j'aimerais faire, mais avant j'avais trop de contraintes techniques pour pouvoir le faire, maintenant je peux le faire en allant effectivement beaucoup plus loin. Et il y a un gros enjeu aussi, parce que là, vous parliez de enfin de gros retailers. Il y a un gros enjeu sur les un peu plus petits retailers, justement, de collecte de données boutique, qui soit un peu plus comportementale et pas juste transactionnelle, parce qu'aujourd'hui, bon, la donnée de caisse, etc., il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que comparé au web, où on va pouvoir avoir de l'analytique un peu comportementale sur ce qui plaît pas, etc., on l'a un peu moins en boutique. Comment vous incitez les clients justement à aller chercher peut-être un peu plus, et avec quel outil pour aller chercher finalement ces comportements qui donnent tout à la fin, quoi. Ah, c'est une bonne question et c'est des sujets sur lesquels bien sûr, on est un peu force de proposition, mais la promesse, c'est avant tout une promesse technologique. Donc, je pense que le vrai sujet avance, il est aussi stratégique en disant, enfin, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux collecter, avec quel partenaire. Nous, on ne collecte pas de la donnée en ligne, on connecte avec des outils qui potentiellement collectent de la donnée en magasin. Mais effectivement, on est très moteur et souscripteur un peu de solutions, mais surtout pas mal en partenariat avec nos partenaires et des consultants qui sont aussi un élément important de l'équation. Et on travaille avec beaucoup de consultants data, quels qu'ils soient, des petits, des moyens et des gros, qui peuvent, à mon avis, aussi être un point, enfin en tout cas un partenaire fort pour mettre en place ce type de dispositif. Est-ce qu'il y a une dernière question? Merci. Bonjour. Effectivement, le point là, qui a été soulevé sur le cap à franchir pour que la data soit pertinente pour les petits retailers, que ce soit en ligne ou en physique, me semble très important. Et il y a une autre question, enfin la question qui me taraude, c'est comment, une fois qu'on a plus le RGPD qui était une sorte de protection du client, aujourd'hui on a maintenant, vous offrez la possibilité de rassembler la data pour être plus efficace en termes d'emailing, etc. Mais comment trouver le juste milieu pour ne pas être trop intrusif? Parce qu'à force d'avoir toutes ces datas, on a une clientèle parfois qui veut être informée, mais qui en a assez aussi de la surinformation. Donc c'est trouver le juste milieu. Et cette capacité-là, est-ce que vous n'allez pas en fait mettre à mal le RGPD pour justement... C'est une très bonne question, enfin, qui touche à mon avis plusieurs sujets. Un angle de réponse, à mon avis, pourrait être la mesure de la performance. Et que je pense enfin, je pense à la publicité, mais à plein d'autres choses, on voit très bien qu'on est bien sûr sursollicité. Il y a beaucoup trop de messages qu'on a pour, par exemple, des produits qu'on a déjà achetés. Et je pense que la réponse est sans doute dans la mesure, parce que si vous avez une mesure efficace qui peut permettre justement d'aller interroger la donnée dans toutes ses dimensions, et d'ailleurs dans tout le parcours, et dans le parcours omnicanal, et de pouvoir voir quelle a été la meilleure répétition fréquence qui ont généré l'élément de performance que je mesure, qui peut être la visite, mais qui peut être aussi la vente. Il peut y avoir aussi plusieurs indicateurs au sein du parcours sur lequel effectivement je vais pouvoir mesurer et corréler les expositions avec le mesure de la performance. En principe, c'est la technologie, ou en tout cas un outil comme une CDP, ou en tout cas de pouvoir réconcilier tous ces points de contact jusqu'à la mesure de la performance, va pouvoir vous dire effectivement maintenant sur ce type de client, avec ce type de profil, avec ce qui appartient à ce type de segmentation, j'ai eu besoin de le solliciter 5 fois. Il y a un an, je le sollicitais 45 fois et maintenant je le sollicite 5 fois et j'ai la même performance. Je commence à avoir un élément de réponse et je vais commencer à pouvoir dire je vais pouvoir automatiser ces dispositifs en disant au bout de 5 fois, effectivement, la chance de conversion soit va augmenter, soit va diminuer. Donc voilà, qui touche donc un peu des sujets économétriques, etc., mais qui, à mon avis, peut être un premier élément de réponse. Ensuite, je pense qu'il y a aussi peut-être, mais ça, c'est des sujets plus exploratoires, mais on parle beaucoup de zéro party data.
et la capacité de plus s'interroger aujourd'hui ses clients sur justement la relation à la marque. En tout cas, ils sont prêts à partager des données de manière gratuite. Moi, je suis en train de me dire, à chaque fois que j'ai une publicité, si on pouvait me dire, est-ce que tu es intéressé par cette publicité ou non? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Etc. Et qu'il y ait plus. Je pense qu'il y a peut-être aussi quelque chose à explorer. Je vous prie de m'excuser. Dans ce type de dispositif, pour, si l'information est collectée, ensuite, c'est peut-être aussi quelque chose qui vont pouvoir rationaliser la manière dont vous voulez rentrer en contact avec vos clients. Je voyais une étude récente de Adsloop qui disait que 47% des dépenses publicitaires étaient jetées à la poubelle. Ça c'est vieux. Enfin, déjà dans les années 50, je crois que un grand directeur marketing disait, moi quand j'investis $1 million, je sais qu'il y a la moitié qui marche, mais je sais pas lequel, quoi. Ça recoupe à peu près. Et c'est vrai qu'Internet avait quand même pour forte promesse d'avoir une meilleure mesure. Et au final, on voit que ça met un peu plus de temps que prévu. Il y a beaucoup d'outils avec beaucoup de promesses. Après, c'est effectivement l'adoption de ces outils et le bon usage que vont pouvoir avoir les équipes et qui ouvrent effectivement beaucoup de sujets, mais qui sont des sujets, je pense, passionnants et auxquels on est ravis de participer, d'intervenir. Merci beaucoup, Guilain. Merci pour cette intervention. N'hésitez pas du coup à aller lui poser vos questions si vous avez des questions plus personnelles sur vos boîtes, etc. Et puis c'est l'heure d'aller déjeuner. Donc on vous donne rendez-vous tout en bas au niveau 0 pour le déjeuner. Vous êtes tous invités. Merci beaucoup et à tout à l'heure, 14h. Je vérifie pour pas vous dire de bêtises, 14h10. À tout à l'heure.